Hello, hello, bonsoir à tous. Merci de nous être fidèles comme tous les soirs sur cette antenne, à la fois sur YouTube, sur X, ex-Twitter et également sur Facebook pour de très belles émissions comme tous les soirs. Avant-hier, nous avions un gendarme superbe, François Dubois, dont nous parlerons ce soir avec notre invité. Hier, nous avions un juge de Marseille. Aujourd'hui, nous avons un ex-gendarme à la tête de Profession Gendarme, qui est un site qui marche extrêmement bien, vous verrez. Et puis, des surprises également durant toute cette semaine, avec une soirée de Noël que nous animerons donc, avec Natacha également pour toutes les personnes qui seront seules ce soir-là. Voilà, donc en tout cas, je voulais vous remercier infiniment, vous dire que vous savez que les émissions sont en replay, non pas sur cette chaîne YouTube, ni sur X, ni rien, mais sur contre-révolution.fr, contre-révolution, 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 collé, donc, .fr, donc vous pouvez vous abonner et voir donc toutes nos émissions. En tout cas, merci infiniment d'être là. Je pense que vous avez pris maintenant le pli de regarder cette émission tous les soirs à 21h. Bon, il se trouve qu'il faudrait que vous arriviez un peu plus à l'heure parce que on voit au fur et à mesure de l'émission donc les chiffres grimper, les compteurs s'affoler. Mais c'est vrai qu'à 9h précises, alors qu'on commence l'émission, on n'a pas encore grand monde parce que les gens arrivent par paquet sur YouTube notamment, qui est un peu la plateforme de base de diffusion. Voilà, donc vous aurez demain peut-être un petit commentaire sur le gouvernement. Il devait être nommé ce soir, il sera nommé que demain. En tout cas, il n'y a pas de grande surprise à attendre de ce gouvernement. On va faire du neuf avec du vieux et toujours autant de francs-maçons annoncés dans ce gouvernement, malheureusement. Les francs-macs qui aujourd'hui occupent le devant de la scène toujours et un peu plus, notamment avec l'arrivée probable de Absalem, l'ancien maire de Dijon, qui a démissionné de la mairie de Dijon pour se consacrer donc au gouvernement et qui va rentrer comme ministre. On ne sait pas de quoi, mais lui qui est un des grands frères de la Truelle, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, Xavier Bertrand et puis bien d'autres. On aura le temps d'analyser tout ça puisqu'on aura la liste exacte avec Julien Didier Garofalo que je salue par la même occasion et qui sûrement nous regarde ce soir comme tous les soirs. En tout cas, l'occasion avant de donner la parole à notre invité de vous saluer tous. Florel, Nathalie, Joy, Leslie, c'est un nom qui est familier maintenant. Leslie, elle est là, je crois, tous les soirs. Claire, Brigitte, Xavier, Sarah, bon, et tous les autres, je ne vais pas les nommer, Justice Divine, et puis plein d'autres, Abel. Et donc, voilà, ce que je vous propose pour poser un peu le décor de cette soirée, c'est de regarder, si vous n'êtes pas abonné, la minute de Ricardo du jour qui pose un peu le décor donc, de cette émission. Regardez plutôt et on se retrouve après avec Ronald Guillaumont, qui est notre invité ce soir, notre invité vedette. Ils sont dealers, ils sont tueurs à gages. Le trafic de drogue dévore nos enfants, se plaint cette femme à Marseille. Nous avons du reste reçu hier sur notre plateau Éric Mangin, juge à Marseille, qui a vu littéralement la ville se dénaturer depuis son premier passage sur place en 93. Alors comment vit-il cette situation de l'intérieur? C'est dans un instant, après la pub. Eh bien, son constat est édifiant. Guerre entre narcotrafiquants qui ensanglantent les rues de Marseille. Tout de même, plus de 70 personnes ont été tuées en 1 an et demi, sans compter celles mortes par la suite dans les hôpitaux. C'est DZ Mafia qui aujourd'hui domine le marché. Une mafia qui prend le monopole, s'étend sur plusieurs villes de France dans la région sur la Côte d'Azur. Plongés dans les trafics de drogue, eh bien, les jeunes sont récupérés par les dealers du quartier, avec un langage bien à eux. Ils guettent, c'est-à-dire qu'ils gagnent 7,23 € de l'heure. Ils charbonnent, c'est-à-dire qu'ils vendent de la drogue. Pour certains, ils sont les nourrices qui dissimulent les stupéfiants. D'autres, en revanche, sont des chaises qui sont mandatées pour surveiller tout ce beau monde. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les fours, ce sont les points de deal, les magasins en somme. Eh bien, ce sont des jeunes, souvent d'origine clandestine pour la plupart, de plus en plus jeunes
du reste. On en voit maintenant qui ont presque 11 ans. À vrai dire, totalement désœuvrés, ils n'ont pas grand-chose à perdre, donc ils enchaînent les contrats. Et les méthodes sont très bien dépeintes, du reste par notre consoeur Émilie Blacher. Elle dit: un jeune généralement est amené tout d'abord dans un appartement luxueux. On lui montre sa mission, c'est-à-dire des photos de la personne à abattre. Le jeune ensuite s'entraîne à tirer dans la garrigue avant d'accomplir son meurtre. La veille, on lui livre du shit, de la cocaïne, pourquoi pas même une prostituée pour éviter qu'il divague de trop. Puis le matin, c'est le sac qu'il récupère avec ses gants et sa cagoule. Puis la voiture avec la guitare, comprenez, la Kalachnikov. Froidement, il va tirer à plusieurs reprises. Puis laisse la voiture avant qu'une autre voiture n'arrive pour les chercher et que Monsieur Propre, comme il l'appelle, survienne, tout simplement pour brûler la voiture et en effacer toutes les traces. Le jeune, généralement, n'a pas de remords. Il va même trouver derrière tout cela de l'adrénaline. J'ai même aimé cela, d'avoir séché cet homme, qu'il a même regardé le regard figé, a dit ce témoin auprès d'un journaliste. Je pourrais le refaire, a-t-il dit. Triste réalité, en tout cas d'une situation marseillaise inextricable, quand on sait que les points de deal sur place, bien sûr, tout le monde les connaît. Y a-t-il, derrière tout cela, une telle volonté politique d'en finir, ou c'est comme dans les prisons, on laisse faire, tout simplement pour s'acheter la paix sociale? À vous de nous dire. À vous de nous dire. Vous pouvez déjà réagir sur le chat de cette émission. Ronald, bonsoir. Merci infiniment d'être. Oui. Bonsoir Richard et merci de cette invitation. Bonjour à tous les spectateurs et bonjour à tous les gens épris de liberté. Voilà, donc ils sont déjà nombreux à venir vous écouter parce que c'est une interview qui va être extrêmement intéressante avec vous. C'est vrai que j'avais dans l'idée déjà de vous inviter depuis des lustres et puis le fait d'avoir reçu François Dubois qui est venu dans cette émission, on a fait vraiment avec lui une très très belle émission. Je crois que vous avez vu du reste. Hein. J'ai regardé l'émission, effectivement. Alors François Dubois, je tiens à préciser, est un adjudant de gendarmerie, officier de police judiciaire, et je crois avoir fait un excellent choix quand nos chemins se sont croisés. Et je fonde beaucoup d'espoir sur lui, car je suis encore un jeune, hein, j'ai 76 ans. C'est Hergé avec Tintin qui disait qu'il avait fabriqué Tintin pour les jeunes de 7 à 77 ans. Disons qu'au mois de février prochain, je ferai partie des vieux. Et je sais que je suis pas éternel. Et je voudrais que Profession Gendarme, qui est devenu un blog très important sur la toile, puisse perdurer. Et je fonde beaucoup d'espoir sur François Dubois, effectivement. Alors justement, vous allez nous parler ce soir de Profession Gendarme. Ronald, c'est vous qui l'avez créé, c'est à votre nom, vous en êtes fiers. C'est vrai que ça marche extrêmement bien. J'encourage donc tous nos téléspectateurs à aller regarder vos enquêtes. C'est vrai que c'est repris maintenant un peu partout. Hein. C'est incroyable. Vous avez combien de connexions? Ça se compte en moyenne. Hein. En moyenne, je fais 10 millions de visites par an. 10 millions de visites par an, c'est énorme. Et vous êtes repris... alors dans tous les pays du monde. Ah, je suis repris dans le monde entier. Hein. J'ai eu la surprise une fois de voir une de mes publications traduite en grec. Ça fait très drôle. J'ai eu une vidéo de moi d'ailleurs. Alors je l'ai enregistrée parce que de temps en temps je la regarde. Ça me fait franchement rire. Je ne suis pas du tout bilingue et là on me voit parler en italien. C'est franchement c'est trop drôle quoi. Alors, Profession Gendarme a pour vocation de quoi? De dénoncer, de soulever alors, je suis rentré dans la résistance il y a plusieurs années, de très nombreuses années. Il y a eu au départ un forum sur la toile qui s'appelait le Forum Gendarmes et Citoyens. Très rapidement, je suis devenu modérateur, puis second administrateur. Et le commandant, parce il était commandant à l'époque, le commandant Jean-Hugues Matelli a donc créé une association éponyme qui s'appelait l'association Forum Gendarmes et Citoyens. Cette association n'avait pour seul but que de pouvoir ester en justice, parce que notre forum, je l'avais fait monter à plus de 20 000 inscrits. On pouvait dire qu'il y avait à peu près 80% de militaires et 20% de civils.
Et nous avons été infiltrés par la direction de la gendarmerie. Martelly, le commandant Martelly a été exclu du corps des officiers et de la gendarmerie nationale par décret du président Sarkozy à l'époque pour usage abusif du devoir de réserve. Et tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce fameux devoir de réserve. Et très rapidement, je me suis trouvé président de cette première association. Et comme je faisais sûrement un peu trop de bruit, eh bien, j'en étais exclu à un moment donné. Et c'est là qu'on a créé Profession Gendarme. Et Profession Gendarme a été créée en 2013. Je l'ai créé le 1er avril 2013. J'ai pas choisi la date. Et j'ai pour amusement de dire que ce n'est pas un poisson d'avril. C'était bien le 1er avril 2013. Là-dessus, j'avais l'intention de créer l'association éponyme, c'est-à-dire l'association professionnelle gendarmerie. Je voulais que ces 3 mots soient associés, car au moment où j'ai créé cette association, le gouvernement et l'État militaire interdisaient à tout militaire d'adhérer à des associations professionnelles, justement. Et on s'est battu pour réhabiliter Martelly. Et nous sommes montés à la Cour européenne des droits de l'homme et la France a été condamnée en octobre 2014 par 2 arrêts de la CEDH pour non-respect de l'article 11 de la CEDH. Là-dessus, j'ai été invité donc au Sénat et à l'Assemblée nationale pour discuter de la loi du 28 juillet 2015 qui autorise l'ensemble des militaires français à se constituer en association professionnelle. Donc, on a mis le pied dans la porte, on a entrouvert la porte de la Grande Muette. Là-dessus, donc, je suis resté sur le bas-côté pendant pratiquement 2 ans, et c'est un camarade, Michel Munier, qui aujourd'hui est parti vivre en Guadeloupe, qui m'a créé mon site Profession Gendarme. La première année, j'ai fait 235 000 visiteurs. Et l'année dernière, j'avais clôturé à 9 500 000. Voilà. Et donc, comment vous expliquez, Ronald, justement, cette montée? Je l'explique parce que je suis quelqu'un, d'ailleurs, vous le voyez, je suis quelqu'un de spontané. Je n'ai pas préparé mon interview d'aujourd'hui. Je préfère ne rien préparer à l'avance. Je préfère répondre aux questions qui me sont posées. Aucune question n'est interdite. Je répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Si je ne sais pas, j'ai pas honte de dire que je ne sais pas, tout simplement. Je suis quelqu'un de franc et naturel, je crois. Et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes auquel j'ai adhéré tout de suite. Et tout de suite, donc, j'étais retraité de la gendarmerie et je suis devenu gilet jaune. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote à raconter là-dessus. Et après les Gilets jaunes, il y a eu la fameuse pandémie, parce que je l'appelle comme ça, de Covid, et je me suis rendu compte que les médias mainstream nous mentaient, les télévisions nous mentaient, et à partir du moment où je pouvais donner de l'information vraie, j'ai donné de l'information, et aujourd'hui, je donne de l'information, que ce soit en politique intérieure, en politique extérieure, santé, pour les militaires, pour les gendarmes, pour les policiers, et bien sûr, je me bats contre les suicides qu'il y a au sein des forces de l'ordre. Si je peux ouvrir une parenthèse, Richard, je voudrais préciser que demain matin, j'annonce une mauvaise nouvelle. J'ai une pensée pour mes camarades gendarmes. Nous avons eu le 20 décembre dernier 2 gendarmes, un de 48 ans dans le Pas-de-Calais, un autre de 50 ans au grade de capitaine à Mayotte, qui le même jour sont décédés tous les 2 d'une crise cardiaque. Et qu'on me dise pas que c'est pas à cause du toxin. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tous les gendarmes en activité, en ce moment, ont eu l'obligation du directeur de la gendarmerie, et je lui en veux pour ça, d'avoir obligé mes camarades à se faire vacciner contre leur gré. D'ailleurs, François Dubois l'a expliqué hier, c'est une des raisons qui a motivé d'ailleurs son départ de la gendarmerie d'ailleurs. Voilà. Ouais, ça, il nous l'a dit. En tous les cas, par rapport on va revenir un peu, bien sûr, sur votre histoire personnelle. C'est ça qui nous intéresse aussi, vous qui avez été gendarme extrêmement longtemps.
vous qui avez ce sens de l'investigation, ce sens de la vérité, comme dit quelqu'un, vous n'avez pas besoin de préparer cette interview. Quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet et qui parle avec son cœur et sa franchise n'a pas trop besoin de préparer non plus. On va revenir quand même sur cette minute de Ricardo là que je vous ai diffusée en entrée là, où vous avez vu quand même tout ce trafic de drogue, notamment à Marseille, mais pas que, puisque effectivement le juge qui est venu hier soir dans cette émission nous a révélé effectivement que malheureusement c'était un peu partout maintenant sur la Côte d'Azur et ça remontait vers Valence et Grenoble. Vous avez été surpris, vous, par ces révélations au cours de cette minute de Ricardo sur le modus operandi, je dirais, de ces trafiquants de drogue? Non, je ne suis pas du tout surpris. Et je vais dire pourquoi. Et là, je vais peut-être être dur avec notre gouvernement actuel. Moi, personnellement, je pense que cette situation, elle est voulue. Elle est provoquée. Oui. Depuis longtemps, d'ailleurs, quand j'ai vu Macron s'exprimer depuis qu'il a été élu, je me suis posé d'énormes questions, mais en me disant, mais il veut une guerre civile, c'est pas possible. Il veut une guerre civile. Or, cette situation, elle est provoquée. Et je vais faire un parallèle avec autre chose. Quand moi, je suis rentré en gendarmerie, il nous fallait passer des tests et des examens en connaissance générale. Alors, on ne demandait pas d'avoir de diplôme, hein, on nous demandait d'avoir des connaissances générales. Et il fallait un minimum de 12 sur 20 en moyenne de connaissances générales. Aujourd'hui, on embauche des jeunes en gendarmerie avec une moyenne de 8. Et j'ai toujours dit, je le dis en plaisantant parce que j'aime assez l'humour, on fera jamais un cheval de course avec un âne. Et en prenant des jeunes qui ont peu de réflexion, qui ont peu d'instruction, eh bien, on leur fait faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que ces jeunes-là, aujourd'hui, on leur donne des ordres, ils vont pas calculer si l'ordre est légal ou illégal. Ils vont tout simplement exécuter l'ordre, tout simplement, et puis voilà. Et la plupart, même des militaires et des gendarmes, ne connaissent pas l'histoire de France, ils ne connaissent pas leur histoire. Et plusieurs fois, sur Profession Gendarme, j'ai tenté de rappeler ça à mes camarades, et je sais, je suis conscient que j'ai beaucoup de mes camarades qui ignorent leur histoire. Et je rappelle à tout le monde, je suis fier de mon uniforme, je l'ai porté, j'en suis fier encore, je n'ai plus le droit de le porter. Mais il ne faut pas oublier. Derrière. Excusez-moi Ronald, on aperçoit le képi derrière vous là. Oui, j'ai mon calot qui est là, hein, qui est là effectivement. J'ai voulu rappeler à mes camarades gendarmes, policiers et militaires que pendant l'occupation, pendant le gouvernement de Vichy, ce sont des gendarmes français qui ont gardé le camp de concentration de Drancy. Ce sont des policiers français qui ont exécuté sur ordre du gouvernement de Vichy la rafle du Veldiv. Bon, il y avait les ordres des autorités occupantes, mais il est trop facile de dire c'était les ordres. Heureusement, on a eu pas mal de gendarmes et de policiers qui sont entrés en résistance, qui ont refusé ces ordres iniques et qui ont lavé un peu notre uniforme. C'est pour cette raison que je suis fier de mon uniforme finalement, parce que il a été lavé par ces résistants. Mais je dis à nos jeunes, n'oubliez pas quand vous recevez des ordres que vos pères, pendant l'occupation, ont fait des choses qui ne sont pas vraiment très jolies. Alors, on a pas mal de téléspectateurs, d'internautes qui nous disent qu'effectivement, ils ont été choqués, notamment les Gilets jaunes, par le comportement des forces de l'ordre à leur encontre pendant justement la crise du Covid. Là aussi, Richard, je reviendrai donc sur ce que j'ai dit précédemment concernant le gouvernement, les images qu'on nous montre. C'est vrai, moi-même, j'ai été choqué pendant les Gilets jaunes par le comportement de certains de mes camarades, et j'ai du mal d'ailleurs à les appeler mes camarades. Oui, j'ai été choqué, mais il y a d'autres images qu'on nous a pas montrées. Moi, je peux vous dire, et ces images, je les ai sur mon ordinateur, j'ai tenté de les publier. J'ai tenté de publier certaines vidéos aussi, où on voit les forces de l'ordre et les manifestants fraterniser. On voit des gens embrasser. N'oublions pas que quand il y a eu l'affaire Charlie, tout à chacun se disputait pour embrasser un flic. Ça, il faut pas l'oublier. On a besoin de notre police. Notre police, elle est là. Et notre gendarmerie, bien sûr, elle est là pour protéger le peuple. Elle est là pour le bien du peuple. Elle ne s'engage pas pour venir casser du manifestant.
Mais il est évident que si on veut diviser pour régner, si on veut que le peuple soit contre ces forces de l'ordre, eh ben c'est simple, on va montrer les images les plus pourries. C'est aussi simple que ça. Mais moi, en tant que gilet jaune, je l'affirme, et j'en étais le témoin. Beaucoup de gendarmes en activité de service venaient sur leur temps de repos, masqués bien sûr, participer aux manifestations. Beaucoup. Et ça, on ne l'a pas dit, ça, et on ne le dira pas. Ouais, mais on aurait aimé qu'il soit pas masqué, si vous voulez, qu'il soit pas changé, quoi. Oui, bien sûr. Oui, mais la question m'a été posée, et à juste titre d'ailleurs. Ronald, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi quand tu étais en activité, tu le faisais pas? Ben, je vais être très honnête. Hein. Moi, je suis marié, père de famille, j'avais des crédits pour payer ma maison. Est-ce que j'aurais pris le risque de me faire virer, c'est le cas de le dire, et donc de perdre mon emploi? Bon, je vais pas dire que je ne sais rien faire d'autre, mais mon métier de militaire et de gendarme, c'est mon métier. Je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas menuisier. J'aurais fait quoi après? Oui, mais vous avez d'un autre côté des médecins, des infirmières, des journalistes qui ont tout, Oui, tout abandonné pour justement se tout à fait. consacrer à cette lutte, eu égard à l'éthique qu'ils avaient même de leur métier, si vous voulez. Et je crois que c'était le cas justement de François Dubois. François Dubois, lui, j'allais le dire, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'a fait François Dubois, et il est franchement, il a osé, et je souhaite que l'avenir soit brillant pour lui, complètement. Tout parce à que fait. c'est extrêmement difficile sa situation aujourd'hui. Il nous l'a livré l'autre jour. Non seulement il est parti de la gendarmerie où il avait quand même énormément d'avantages. C'est quoi justement les avantages? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est-à-dire on est logé. Alors oui, mais alors ce n'est pas exactement un avantage. Ça a des inconvénients. C'est vrai que le gendarme est logé en caserne, il est logé gratuitement. Avec sa famille. Mais ça a un coût. Ça a un coût quand même. C'est-à-dire que le gendarme qui est logé gratuitement, comme tout le monde, à un moment donné, il va investir pour construire sa maison, pour sa retraite. Eh ben, il va pas construire sa résidence principale. Il va construire sa résidence secondaire, car son logement est considéré du point de vue fiscal comme étant sa résidence principale. Donc déjà, au point de vue des crédits, on lui tape dessus, déjà de ce côté-là. Autre inconvénient, il vit en caserne, donc il est 24 heures sur 24 en caserne, même ses temps de repos, il est en caserne. Je me suis vu donner un coup de main à mes collègues à la brigade alors que j'étais de repos, venir donner un coup de main sur un accident ou n'importe quoi. Bon, étant en caserne, on est récupérable à tout moment parce que le commandant de brigade a besoin de nous. On quitte notre repos et on remet l'uniforme. Voilà. En plus, vivant dans la caserne, on est en partie isolé de la population. Ce qui fait que moi, j'ai le souvenir, ma femme avait eu du mal à comprendre cela à mes débuts. J'étais dans la brigade de Pleyber-Christ dans le Finistère, une petite commune très sympa. Et j'étais donc, nous étions en caserne et ma femme s'étonnait que toutes les femmes du bourg la connaissaient alors qu'elle connaissait personne. Pourquoi? Parce que c'était la femme du gendarme, tout simplement. Tout le monde le savait. Les enfants, c'est pareil. Alors, à ce sujet-là, d'ailleurs, mes enfants n'ont pas eu à se plaindre d'avoir un père gendarme, mais aujourd'hui, je sais que les enfants de policiers et de gendarmes, on leur demande de cacher le métier du père. Malheureusement. Et on en est arrivé là, et c'est dommage. Alors, c'est dommage. La gendarmerie est très implantée dans la France profonde, on le sait. Est-ce que justement, lorsque vous étiez amené à sortir et tout ça, il y aurait pu y avoir à des moments donnés des menaces qui auraient pu être proférées par des personnes condamnées par vos soins? Alors je vais vous surprendre, hein, je vais carrément. Bon, je suis pas exceptionnel, hein, j'ai pas cette prétention-là. J'ai toujours fait mon travail avec cœur et humanité, je crois. Mais j'ai mis des gens en prison et j'ai eu la surprise. Je venais de prendre ma retraite, hein, d'aller boire une bière dans un bar, de tomber sur un gars que j'avais mis en prison. Il s'était tapé 3 ans de tôle. Hein.
Et ben, on s'est embrassé, on a bu un coup ensemble derrière le comptoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que la peine était méritée. Il avait fait quoi sans indiscrétion? Elle était méritée. Bon, en fait, ça a été qualifié crime ce qu'il a fait. En fait, c'était un voyou, hein, un petit voleur à la tire. Et sur une dispute, il a donné un coup de poing à son adversaire qui portait des lunettes et il lui a crevé un œil. Et la qualification, quand on crève l'œil de quelqu'un, c'est qualifié crime. Tant et si bien, comme il avait déjà eu d'autres condamnations, ben, il a pris 3 ans. Voilà. On aurait aimé que pendant la crise des Gilets jaunes, où on sait qu'il y en a de nombreux qui ont eu des yeux crevés, que ça soit requalifié crime. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais complètement. Ah, mais alors là, je suis entièrement d'accord. Mais complètement, mais complètement. Hein. Bon, j'ai vu des photos, hein, on voit des CRS ou peut-être des gendarmes, mais bon, je vais pas taper sur la police, hein, parce que ce sont nos collègues quelque part. J'ai vu des vidéos, des photos où ils tirent le LBD à tir tendu, mais en plus c'est interdit. Bon, mais bien sûr, et ils sont soutenus. Regardez ce qu'a dit le préfet l'allemand. On n'est pas du même monde. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez choisi, vous, la gendarmerie. C'est quoi, alors, dernière question concernant un peu le style de vie, le niveau de vie et tout ça. Par exemple, sans indiscrétion, un gendarme gagne combien, par exemple? Alors après, ça dépend de son grade, en moyenne. Oui, alors moi j'étais gendarme de la base. J'ai quitté la gendarmerie. Je touche donc ça fait un moment. Hein, j'ai 76 ans, j'avais 55 ans, ça fait 21 ans. Je touchais 2200 euros. 2200 euros, d'accord. Mais c'est quasiment de l'argent de poche parce que tout est payé finalement. Ah non, non. Ah non, 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 il n'y a rien de payé. Non, rien de payé. Non, non, non. On paye pas de loyer, c'est tout. Hein, mais on paye les charges, on paye les impôts locaux, et si on veut construire, on a des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus forts, on n'a pas droit aux aides, etc., etc. Non, 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 il n'y a rien de gratuit en gendarmerie. Alors, autre question, pourquoi vous avez choisi la gendarmerie plutôt que la police? Bon, on sait que vous nous avez dit, hein, il y a un côté alors, j'avais un cousin qui était commandant de brigade en gendarmerie. Alors, je vais vous raconter d'ailleurs sur le cousin une toute petite anecdote. Hein. Il était commandant de brigade en Alsace. Et son désir aurait été de revenir en Bretagne, parce qu'il est ici dans ma région, terminer sa carrière en Bretagne. Hein. Et ça lui a toujours été refusé. Je vais vous dire pourquoi, vous n'allez pas me croire. C'est que son beau-père était un alcoolique notoire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi un alcoolique notoire? Ben, son beau-père a été ramassé en ivresse publique et manifeste plusieurs fois. Le fait d'avoir un beau-père, un gendarme qui a un beau-père alcoolique, eh ben, ça l'excluait d'une certaine région. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Hein. Moi, je vais vous dire une chose, quand j'ai épousé ma femme a fait l'objet d'une enquête de moralité, sa famille a fait l'objet d'une enquête de moralité, et ça a même poussé plus loin. La famille, la belle famille, les amis, les voisins, on a enquêté sur tout le monde. Ah ouais, donc il faut avoir une certaine probité, j'imagine, bien entendu, pour exercer. Tout à fait. Mais également, du moins à l'époque. Hein. À l'époque. Ça peut toucher les proches. Donc il y a aucun excès d'aucune sorte. C'est-à-dire que quand on est gendarme, on peut pas se bourrer la gueule un soir. C'est pas possible ça. Ah ben exactement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Bon, je vais être honnête, hein, ça ne nous a pas empêché de le faire, hein, mais quand on était en famille. Hein, vraiment honnête alors. Vraiment honnête. Ah ouais. Bon, en tout cas, c'est un beau métier. Vous trouvez encore aujourd'hui ou pas? Ou vous conseilleriez oui. à des jeunes qui nous regardent de faire complètement. Ce métier dans la gendarmerie? C'est un métier qui est riche à tout point de vue, et on est au cœur de l'humanité. Moi, c'est l'humanité que je vois. C'est-à-dire que ça va du clochard jusqu'au préfet, en fait. Et face à moi, ben j'ai toujours un homme. Hein. Et bon, pour moi, le clochard vaut autant que le préfet. Hein. Ça reste un homme sur ses deux jambes. Hein. Je vais vous dire une chose. Je vais vous raconter une anecdote. Hein. J'ai été invité à la direction de la gendarmerie, et j'ai un colonel un jour qui m'a dit: Guillaume, vous n'avez pas l'air impressionné par les gradés? Et vous savez ce que j'ai répondu? Bon, c'est un peu vulgaire, mais j'ai pas été vulgaire dans mes propos. Hein.
Je lui dis, écoutez, vous avez les moyens de vous payer un hôtel 4 étoiles. Moi, je vais dans un 2 étoiles. Comme tout le monde, comme tout être humain, mais on a besoin d'aller aux toilettes. Si dans votre hôtel, le papier est de mauvaise qualité, où est-ce que vous mettez vos doigts? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors justement, donc il y a un différentiel visiblement de salaire entre les hauts gradés et puis le reste. Est-ce que vous avez des primes de risque nous demande quelqu'un sur le chat là par exemple. Non, rien. Rien, non. Alors, rien. Et je vais même aller plus loin. Et c'est écrit dans les textes, hein, le gendarme est disponible 24 heures sur 24 heures. Bon, on ne travaille pas 24 heures d'affilée, ce serait impossible. Mais il est disponible 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'au pire, on pourrait... moi, j'ai fait des semaines de 92 heures. Et j'ai pas touché un centime de plus. Hein. On est payé au mois, on n'est pas payé à l'heure. Bon, la police, en contrepartie, par rapport à nous, elle a un nombre d'heures à faire par semaine. Donc, ça tourne enfin, je pense que ça tournait aux alentours de 40 heures. Je suis peut-être plus à jour. Hein. Donc, si les policiers faisaient des heures supplémentaires, c'était compensé soit par une prime, soit par des jours de retraite, et ils pouvaient partir un peu plus tôt, pardon. Ouais. Voilà, en gros. Hein. Ouais. Mais non, un gendarme est payé au mois, il n'y touche pas un centime de plus. Hein. Et contrairement à ce que certains ont pu croire, on touche pas un centime de plus non plus sur le nombre de PV que l'on fait. Parce que je peux vous dire une chose, que si j'avais touché ne serait-ce que 5 centimes par PV que je mettais, ben je peux vous assurer que l'automobiliste, il aurait souffert avec moi, hein, et je me serais fait riche. Hein. Alors, vous avez mis des gens en prison. Est-ce que vous avez tué? Non, j'ai eu cette chance-là. 2 fois, j'ai sorti mon arme. Ça a été limite. Mais on est instruit sur l'usage des armes et c'est notre crainte, ça, de se retrouver confronté à ôter la vie à quelqu'un. Puis moralement, mentalement, d'enlever la vie à quelqu'un, c'est terrible, quelles que soient les circonstances déjà. Mais en plus, avec tous les emmerdes qui vont derrière, non. Ça a été notre angoisse. Hein. Moi, j'ai toujours été la peur d'être mis dans l'obligation d'utiliser mon arme. Hein. Ah ouais, 2 fois, je l'ai sorti, mon arme. Par 2 fois, oui. Parce qu'on a rencontré là un policier, effectivement, qui avait lui-même tué, et il s'en remettait toujours pas. Hein. Il était encore dans un... Ah ben, on peut pas s'en remettre. On peut pas s'en remettre. On peut pas s'en remettre. Oui, complètement, parce que au fond de nous-mêmes, dans notre conscience, il y a un petit quelque chose qui nous dit « Et si j'avais fait autrement ?» C'est ça. Moi, je préfère, je vais le dire, si j'étais en activité, hein, je préfère tourner les talons et prendre la fuite que de tirer sur quelqu'un et de le tuer. J'ai participé à la prise d'otage de l'Oyada à Djibouti. J'étais gendarme mobile. Hein. Et bon, ben, c'était une prise d'otage dans un autocar, une trentaine d'enfants. Il y a quelques enfants. Il y a eu au moins 2 enfants qui ont été tués, un qui a été enlevé. Il y a eu le chauffeur de car qui a été blessé, l'assistante sociale qui a été blessée également. Il y a eu un lieutenant de la Légion qui a été blessé également. Et bon, les terroristes, ils ont tous été tués. Ah ouais. Tous été tués. Et donc vous avez participé, mais c'est pas vous qui avez tiré, manifestement, d'après ce que j'ai compris. Non, c'était une des premières interventions du GIGN, justement. Et moi qui étais sur place, qui en était témoin, je peux vous assurer que je crois qu'ils étaient 8 à tirer sur les 8 terroristes. J'ai entendu un seul coup de feu. Faut dire comme ils étaient chronométrés. Hein. Ouais. Alors, le GIGN, c'était vraiment un corps d'élite au sein même de la gendarmerie. Vous aviez énormément de respect pour eux. C'était les meilleurs d'entre vous qui étaient choisis. Comment ça se passait pour y rentrer? Ben, déjà, il fallait être volontaire. Ensuite, il fallait passer les tests physiques, tous les tests qu'ils ont, et qui étaient peut-être un peu moins durs que maintenant. Pour moi, c'est un corps d'élite, oui, complètement. Et quand on les entend au cours des différentes interviews, là, pour eux, la vie est importante. Hein. Ils vont pas là pour flinguer. Hein. Bon, ils le feront si nécessaire, mais pour eux, la réussite d'une mission
ben c'est de sauver tout le monde et sans tuer personne, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Alors, il y a toujours des questions. Bon, on les a posées à notre ami François Dubois qui est venu l'autre jour. Vous avez le mérite de la clarté, vous avez l'honnêteté de répondre à toutes les questions, mais est-ce qu'on n'est pas barré un jour ou l'autre dans la franc-maçonnerie, dans la gendarmerie, si on n'est pas franc-maçon? Non. Alors non, et je vais même vous dire une chose, quand j'étais gendarme en activité, je n'ai connu aucun franc-maçon. Par contre, je dois reconnaître et je dois le dire, quand j'ai commencé à créer Profession Gendarme et que Profession Gendarme a commencé à prendre de l'ampleur, j'ai été approché par un colonel de gendarmerie en plus, qui me proposait de rentrer dans une loge. Et j'ai refusé parce que pour moi, la franc-maçonnerie, c'est une secte. C'est comme toutes les sectes, hein, pour moi. Hein, voilà. Pour moi, c'est une secte. Et en plus, c'est anti-chrétien. C'est non. Alors, effectivement, mais c'est ce que vous dites, et là, vous avez entièrement raison, et c'est ce qu'on dénonce, nous, sur notre antenne tous les jours, parce que pour nous, le pire, aujourd'hui, c'est effectivement la franc-maçonnerie, et on n'arrête pas de tirer à boulet rouge dessus. Mais c'est vrai qu'il y en a qui avancent masqués, il y en a qui avancent cachés, quand même, et qui ne se dévoilent pas. Ce que je sais de la franc-maçonnerie, c'est une société secrète, et le peu que l'on en sait, c'est parce qu'ils veulent bien le dire ou ils veulent attirer du monde. Mais pour moi, ça a toujours été une secte. Et le fait qu'on ait je reprends ce que disait François hier, et je suis entièrement d'accord avec lui, qu'on ait des hommes politiques qui fassent partie de cette secte, on devrait les exclure de la politique déjà. Et c'est pareil, François a dit, hein, un général qui est franc-maçon, on le met dehors. Eh ben oui, je suis entièrement d'accord. Par contre, il a dit à juste titre aussi que il n'y a pas que sur la franc-maçonnerie qu'il faut taper sur toutes les sectes. Toutes. Exactement, la scientologie et autres également. Mais c'est vrai que la absolument. Oui. La franc-maçonnerie, en tout cas, c'est la plus visible et la plus dangereuse de toutes. Quand on sait tout ce qui arrive aujourd'hui et puis comment elle est représentée au sein même du Parlement, du gouvernement, c'est quelque chose d'absolument. Moi, tel que ça m'a été présenté, et on voulait m'y faire adhérer, ça m'a été présenté comme un lieu de fraternité, quel que soit le rang social, on était tous des frères, on était tous des amis, et on s'entraidait, et blablabla, et blablabla. Bon, j'estime que les gens qui sont là-dedans, c'est pour profiter, c'est pour leur portefeuille, pour leurs avantages, et pas pour autre chose. Hein. Voilà, c'est pour s'en mettre plein les poches, au détriment du citoyen. Alors, le vrai problème, en tous les cas, on va pas passer toute l'émission là-dessus, parce qu'on a déjà beaucoup parlé avec à la fois Carole Fallot et puis avec François Dubois, mais c'est ce principe un peu pyramidal qui fait que effectivement en bas, comme vous étiez vous, parce que vous avez l'humilité de reconnaître que vous êtes resté quand même gendarme plutôt en bas de l'échelle, hein, ce que vous disiez. Je suis resté en bas de l'échelle, oui. Les hauts gradés, eux, sont malheureusement francs-maçons. Il y en a énormément quand même dans ces milieux-là. Vous savez, ça maintenant. En étant honnête, je m'intéressais pas au sujet à l'époque, donc j'ai jamais vu. Comme j'étais en bas de la pyramide, il y en a aucun qui est venu me demander de les rejoindre. Hein. Bon, je dirais que même à l'époque, on mélange pas les torchons et les serviettes. J'ai le souvenir, ça c'est encore une petite anecdote, j'ai le souvenir d'avoir eu un camarade à l'école de gendarmerie. J'ai fait mon école de gendarmerie à Berlin, en Allemagne. Et donc, il était sur les bancs de l'école comme élève gendarme, comme moi. Hein. Mais seulement, est-ce qu'il avait les capacités, est-ce qu'il avait les diplômes que moi je n'ai pas? Ce gars-là a terminé officier et je l'ai retrouvé comme chef d'escadron, commandant. Je l'ai reconnu, j'ai reconnu son visage. À son regard, j'ai bien vu qu'il m'avait reconnu. Je n'ai rien dit à ce commandant devant mes collègues pour ne pas le mettre à l'aise. Mais au moment où il allait repartir, il venait visiter notre brigade. Hein. Au moment où il allait repartir, je l'ai interpellé. Je lui ai donné son grade dans le vouvoiement, alors que à l'époque on se tutoyait. Ouais. Et je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de la 11e compagnie d'élèves gendarmes à Berlin? Sa réponse a été, Guillaumont, vous avez une excellente mémoire. J'ai pas la même mémoire que vous. Reçu 5 sur 5, mon commandant. Voilà.
Ça démontre le rapport qu'il pouvait y avoir, c'est tout. Il y a des gens qui sont imbus de leur personne. Il y en a, dès qu'ils prennent un galon, ça leur pète au casque. Non. Je pars du principe qu'on reste à la base, et on reste tous des êtres humains, et il n'y a pas qui que ce soit supérieur à un autre. Alors, comment expliquez-vous que, au vu de ce que vous nous dites ce soir, de la fluidité de votre discours, l'intelligence dans les propos que vous tenez, et puis ce cœur et cette humanité que vous avez, comment expliquez-vous que vous n'êtes pas monté en grade? Parce que on me l'avait proposé. On me l'avait proposé. J'ai eu un commandant de brigade magnifique, formidable. D'ailleurs, c'est un ami, et d'ailleurs qui est venu au mariage de ma fille. Il faisait partie de mes invités. C'est pour dire que la camaraderie qu'on avait lui et moi. Et il m'appréciait, je l'appréciais. Et il me dit, Ronald, il va falloir que tu passes l'examen d'officier de police judiciaire. Tu le mérites. Voilà. J'ai accepté. Ce qui fait que je me suis retrouvé sur les bancs de l'école en tant que candidat officier de police judiciaire. J'étais un des plus âgés de la bande. Mes camarades m'avaient surnommé Papy. Et j'ai le souvenir d'un capitaine qui ne savait pas, comment on dit ça pour les professeurs des écoles, je cherche mes mots là maintenant, qui ne savait pas éduquer, qui ne savait pas apprendre. Et il nous sort un vieux code pénal. Et la manière dont il nous instruisait, il ouvrait le code pénal au hasard et il lisait un article. Celui qui aura fait ceci, aura fait cela, sera puni de la peine de prison de temps d'amende. Celui qui sera puni de la peine de mort. Alors tout le monde a sursauté. Les autres me disent, papy, regarde. Et la peine de mort était abolie depuis pas mal d'années déjà. Ben, j'ai levé le doigt. Oui, qui me dit, Guillaume, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, mon capitaine, je lui dis, la peine de mort a été abolie en telle année. Là, il s'est retrouvé quoi? Il sait plus quoi répondre. Il a refermé ce bon code pénal. Bon, c'est l'heure de la pause, Et j'ai dit, c'est ça qui va m'apprendre à devenir officier de police judiciaire. Et ben, je quitte. Et j'ai démissionné, j'ai arrêté. Tout simplement. Ah oui. Non, j'ai jamais été, c'est une image que je donne, faire avancer un âne avec une botte de carottes, avec une canne à pêche au devant. Jamais j'ai été ça. Jamais. Alors, est-ce qu'on vous pose la question de savoir s'il y a de la corruption dans la gendarmerie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes parfois acheté pour ne pas vous soumettre à exercer dans le bon droit votre devoir et votre métier? Non, je dirais pas ça. Moi, j'ai vu un automobiliste une fois, je le verbalisais. Le gars, il a tout fait pour que je le verbalise pas. À un moment donné, il loupe son portefeuille. Alors, c'était en francs. Et moi, j'étais avec mon carnet. Je prenais son audition, je le verbalisais tout simplement. Alors, c'était une ceinture de sécurité, je crois. Et le gars, il glisse dans mon carnet un billet de 50 francs. Il me dit, tenez, ça, c'est pour vous. Je lui ai dit merci, j'ai pris le billet, je l'ai mis au fond du carnet et j'ai mentionné sur son audition qu'il m'avait remis 50 francs. C'est-à-dire tentative de corruption. Le gars, il a pris un PV pour la ceinture et il a pris un PV pour tentative de corruption. Et les 50 balles, ils ont été versés au trésor public pour aider une association quelconque, tout simplement. Non. Alors, par contre, je dirais pas, il y a des ripoux aussi, ça existe, il faut savoir que en France, il y a 120 000 policiers, en gros, tout compris, et 100 000 gendarmes. La gendarmerie, en pourcentage de ripoux, c'est exactement le même pourcentage que dans la population française. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des ripoux chez nous, bien sûr. Alors, il y a un téléspectateur là qui nous dit et si on vous avait proposé au-delà de 50 euros, quoi, si on vous avait proposé 2000 euros, est-ce qu'il y a, alors, je parle pas de vous. Non, j'aurais pas accepté. Alors, je vais être honnête. Il n'y en a pas qui aurait pu quand même succomber, parce que vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors j'aurais pas accepté. Maintenant, on m'aurait donné un attaché-caisse plein de billets neufs, c'est-à-dire des millions. J'aurais dit merci et j'aurais envoyé à toute la famille et à tous mes amis une carte postale d'Argentine. Je sais que vous avez le sens de l'humour. En tout cas, on va revenir à Profession Gendarme, parce que Profession Gendarme, c'est quand même votre bébé, oui. Et ça marche très très bien au vu des chiffres. Alors,
C'est vrai que tout à l'heure, vous nous parliez de ces millions de personnes qui rejoignaient directement ou indirectement parce que le site est partagé, il est repris, il est diffusé partout. Parce que vous sortez des affaires. Alors, quelles sont par exemple, les dernières grosses affaires que vous avez pu sortir? Très honnêtement, je vais pas dire que j'ai sorti de grosses affaires. Tout ce qui concerne Macron déjà, il y a une affaire qui fait du bruit. Je n'hésite pas à sortir. On n'est pas venu m'arrêter. Hein. Il y a eu 30 arrestations il y a pas longtemps. Hein. Il y en a 3 ou 4 qui vont répondre devant la justice au mois de juillet. C'est l'affaire Chibrit. Bon. Bien sûr que je m'intéresse à toutes ces affaires. Hein. Non, il y a une affaire qui. Je me permets, excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce qu'on en a parlé avec François Dubois de ces personnes qui sont un peu montées, poussées médiatiquement, qui sortent de nulle part, qui ont des pseudos, qui sont en première ligne un peu aujourd'hui, soi-disant en vogue, un peu sur Twitter, sur les médias et tout ça. Lui dit que ça puait un peu l'infiltration. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah, mais totalement, complètement. Enfin, je dis pas que je suis infaillible, loin de là. Moi, j'ai gardé l'œil du flic, et j'ai gardé un réflexe. Quand quelqu'un m'aborde, quelqu'un que je ne connais pas, je vais faire des recherches déjà sur Google, sur Internet. Hein. Donc déjà, je vais rechercher l'intéressé, voir qu'est-ce qu'on dit de lui. Bon, je prends pas à la lettre tout ce qu'on pourra dire parce qu'il y a des gens qui sont critiqués à tort, mais au moins j'essaie de savoir qui il est, ce qu'il a fait, si on a pu lui reprocher quelque chose ou pas. On avait parlé tout à l'heure, Richard, juste avant qu'on soit en ligne. Moi, je pourrais vous parler de 2 affaires. On avait parlé de l'affaire Rémi Daillé, on avait parlé de l'affaire Julien Brunet également. Oui, on va en parler. On peut commencer effectivement par l'affaire Rémi Daillé, parce que c'est vrai qu'on a eu une avocate qu'on aimait beaucoup, qui est venue sur le site, qui s'est faite arrêter de façon extrêmement musclée, et son mari. Alors, son mari aussi a témoigné. On a été très très touchés par ce couple qui vraiment a vécu des heures extrêmement difficiles lors de l'affaire Daillé. Alors, pour l'affaire Rémi Daillé, pour ceux qui ne connaissent pas Rémi Daillé, moi, je le considère comme un homme politique. Il faut savoir que dans sa famille, il a son père et son grand-père qui ont été députés, tous les deux, que lui a fait partie du MoDem dans la région où il habitait, et qu'il s'est fait virer du MoDem il y a de nombreuses années. J'ai su les motifs, hein, c'est parce qu'il avait enregistré une conversation au sein d'une réunion du MoDem, hein, et une conversation qui aurait dû rester discrète. Hein. Et bon, il s'est fait virer pour ça. Ensuite, il a été connu sur la toile. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nombreuses vidéos dans lesquelles il voulait enlever par la force l'Élysée. Et cet homme-là est parti se réfugier en Asie, je ne sais plus sur quelle île il était. Bon. Et il avait donc des gens. Il prétendait qu'il avait 30 000 militaires derrière lui, ce qui est complètement faux. Et cet homme-là, un jour, via WhatsApp, voyant que Profession Gendarme avait pris une certaine ampleur, m'a contacté. Et m'a dit, Monsieur Guillemont, je viens vous demander de me soutenir, etc., etc. Bon, alors, Rémi Daillé est quelqu'un de, je vais pas dire de brillant, de très instruit, qui a beaucoup de connaissances. Mais vu ce qu'il publiait, moi, ça ne m'intéressait pas. Et je lui ai répondu que fallait pas compter sur mon soutien. J'étais pas contre lui, mais fallait pas compter sur mon soutien. Profession Gendarme est un journal qui fait de l'information et de la réinformation et reste indépendant. Et je suis d'ailleurs toujours indépendant. Quelque temps après, il y a eu l'affaire Mia, la gamine de 8 ans qui avait été enlevée de chez sa grand-mère et remise à sa mère. La mère et la gamine ont été arrêtés 8 jours plus tard dans un hôtel en Suisse. Et il y a un commando qui avait enlevé cette gamine sur demande. On pense que c'est Rémi Daillé qui a provoqué ce commando. Et donc, j'ai publié des articles à charge. Je fais de l'information. Il n'y a pas de raison que si je publie à décharge, je peux publier à charge également.
Et ayant publié ça, Rémi Daillé m'a à nouveau interpellé. Et bon, ben là, il râlait. Ben, je l'ai envoyé balader et puis j'ai coupé les ponts avec. Un an après, je reçois un email. J'ai pris ça pour une plaisanterie au début. Et dans cet email, heureusement, il y avait un numéro de téléphone où la DGSI me convoquait et voulait m'entendre comme témoin dans l'affaire Rémi Daillé. Mais je dois vous dire une chose que auparavant, c'est que Virginie de Arrojo-Reccia, aujourd'hui, pour moi, c'est une amie. Hein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et j'avais suivi son arrestation à Virginie. D'ailleurs, je crois que c'est sur François qu'elle avait donné une interview où elle racontait sa garde à vue et elle racontait les questions qui lui étaient posées. Donc, j'avais tout ça. Et donc, je téléphone à Paris et je tombe sur un lieutenant de police qui me dit non, non, non. Je lui dis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Témoin de quoi? J'ai rien de plus à vous raconter que ce que je viens de raconter ici à l'instant. Il me dit, non, 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 je veux vous entendre, je veux vous entendre. Bon, alors, de ce côté-là, j'ai quand même pris quelques précautions. J'ai téléphoné aux généraux que je connais, deux généraux, ben, pour ne pas cacher, hein, le général Delaware et le général Coustou, qui tous les deux m'ont dit, Ronald, on veut vous impressionner, on veut vous faire taire, profession gendarme dérange. Ça, je le comprends. Et donc, finalement, ben, je me retrouve à mon rendez-vous. Et là, donc, je suis auditionné par le lieutenant de police. Première question qui m'est posée, êtes-vous patriote? Ben oui, je suis patriote. Qu'est-ce que le patriotisme? Ben, le patriotisme, c'est aimer son pays. Et là, j'ai une autre question. Que pensez-vous du gouvernement d'aujourd'hui? Et là, ça me convenait pas. Puis ce que j'en pense, c'est à moi, ça ne les regarde pas. Je leur ai répondu, j'en pense rien. Mais j'ai rajouté derrière, mais l'ensemble de mes lecteurs sont inquiets pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et là, le lieutenant me dit, oui, je sais, professeur gendarme, vous avez fait 3,8 millions de visiteurs. Et là, je me suis mis à rigoler. Je lui dis, écoutez, monsieur, vous vous trompez, vous êtes mal renseigné. J'en ai pas fait 3,8 millions, j'en ai fait 9,5 millions. Et je lui dis, écoutez, maintenant, les autres questions, je vais les poser à votre place. Il me dit, comment ça? Ben, je lui dis, écoutez, j'ai les questions que vous avez posées à Virginie de Arrojo. Ben, vous voulez me poser les mêmes questions? Je lui dis, mais vous enquêtez sur qui? Vous faites une enquête sur Rémi Daillé ou sur Ronald de Guillaumont? Et bon, ça a duré 3 heures. Hein. Voilà. Hein. Bon, j'avais pris la précaution de demander à Stéphanie Reynaud, qui a la chaîne YouTube Tribune Libre, de m'interviewer le matin même de ma convocation. Parce que j'avais 3 choses à dire aux gens qui me connaissent, qui me suivent, à mon public, c'est le cas de le dire. 1, je suis en bonne santé. 2, je suis peut-être pas un conducteur exceptionnel, mais j'ai jamais eu d'accident de la route. Et 3, surtout, je ne suis pas suicidaire. La vie est belle. Qu'est-ce que vous pensez, Ronald, fondamentalement de cette campagne justement d'arrestation que vous évoquiez tout à l'heure, de toutes ces personnes qui sont censurées? Nous-mêmes, je dis juste une chose, nous-mêmes sur YouTube, là, si vous voulez, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on est sur YouTube Kids. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le circuit classique de YouTube où on peut être référencé, donc être vu. Normalement, on devrait avoir 4 ou 5 fois plus de vues, mais non, on est sur YouTube Kids, c'est-à-dire sur la chaîne enfant de YouTube, si vous voulez. Donc, c'est quand même complètement dingue ce qui nous arrive. Mais bon, alors là, c'est la censure, mais il y a surtout aussi des arrestations extrêmement musclées aujourd'hui de personnes qui sont moins connues, qui sont plus dans l'ombre et qui aujourd'hui vivent des heures extrêmement difficiles. On pense à toutes ces personnes-là qui se sont battues pour essayer de faire entendre la voix de la justice et une voix qui est étouffée aussi aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose d'abominable. Est-ce que vous sentez, vous, au fil du temps, qu'il y a une recrudescence justement de cette coercition, si vous voulez, et de ce pouvoir maléfique qui aujourd'hui éteigne les voix des dissidents et de la résistance? Ben, non seulement c'est inadmissible, c'est une atteinte très grave à la liberté d'expression de chacun. La Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 10, il me semble, dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, pour la manière dont il les exprime, pour sa religion, pour toute autre chose. Or, ces arrestations, ces auditions qui ont été faites, c'est du délit d'opinion, ça n'existe pas. Bon,
Maintenant, si on prend le procès Chibrit, je l'appelle comme ça, tous les médias mainstream disent Natacha Herré a été condamnée, hein, et elle a été condamnée, mais on ne dit pas pourquoi elle a été condamnée. Elle n'a pas été condamnée pour diffamation. Elle n'a pas été condamnée parce qu'elle pense que Chibrit est un homme. Non, elle a été condamnée parce qu'elle a mis en doute des documents officiels qui sont des actes de naissance. Or, dans toute infraction, je dis bien toute infraction, il faut une intention coupable. Or, l'intention coupable vis-à-vis de Natacha Herré, elle n'y est pas. Pourquoi? Parce que elle avait des motifs de douter de cet acte de naissance que la mairie lui a donné. Faut pas oublier, et moi je l'ai publié sur mon site d'ailleurs, que la mairie en question, par 2 fois en 1 an, a répondu Michel Trogneux n'est pas né ici. Et comme par hasard, il y a un acte de naissance de Jean-Michel Trogneux qui sort. Et c'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche pas autre chose. Le procès qui lui a été fait est un faux procès. Mais moi, j'aurais bien voulu que ce procès-là aborde la question de la diffamation et aborde la question transsexuelle ou pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'à travers l'arrivée de Trump, qui a promis de sortir un maximum de dossiers, sur cette affaire-là, on pourra en savoir plus dans les semaines et les mois qui viennent? Est-ce que vous pensez que son élection ouvre la boîte de Pandore, en quelque sorte? Je pense qu'il va y avoir du changement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui s'inquiètent de cette élection. D'ailleurs, même sur les médias mainstream, là aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, je regardais certains articles, des gens qui soutenaient Macron, certains journaux qui soutenaient Macron à fond, commencent à se désolidariser doucement. Rien qu'à voir les insultes qu'il a fait avec les Mahorais, hein, rien que ça. C'est rapporté par la presse. C'est sûr que c'est le monde que nous on appelait l'immonde pendant le Covid, tellement ils ont été pro-Macron, pro-Élysée, pro-gouvernemental. Le monde devenu immonde, aujourd'hui, vraiment sort 4 épisodes vraiment à charge sur Macron, quoi. Donc c'est quelque chose d'incroyablement spectaculaire comme retournement de situation. Mais d'un autre côté, tous ces journaux qui ne vendent plus rien aujourd'hui, qui vivent complètement sous perfusion de l'État et sous perfusion notamment des mondialistes et anciennement donc des Américains qui avaient énormément d'argent. Trump va arriver et va dire stop à tout ça. Donc ces journaux, en fait, ils vont crever progressivement à la bouche ouverte. On va plus pouvoir leur donner comme ça 5, 6, 7 millions d'euros par an pour pouvoir continuer à vivre alors qu'ils ne vendent plus rien. Les Américains, ils seront très factuels là-dessus. Ils diront, vous faites quoi comme chiffre d'affaires? 0 ou presque. On va pas vous donner 7 millions pour faire 0, même si vous faites de la propagande qui n'en est plus une aujourd'hui, parce que nous, on est contre cette propagande-là. Donc, c'est vrai que les journalistes aujourd'hui ont tendance à revirer un peu leur cutie, si vous voulez. C'est extrêmement compréhensible comme système et comme milieu. Ben oui, mais bon, moi, ça me réjouit quelque part. Parce que bon, vous, Richard, vous êtes encore ce qu'on peut appeler un vrai journaliste. Mais les journalistes d'aujourd'hui, dans tous les journaux, ce ne sont plus des journalistes. Bon, déjà, ils prennent tous les mêmes infos auprès de l'AFP, déjà, pour commencer. Mais ils ne rapportent pas des événements, ils rapportent pas ce qu'ils ont vu, ils rapportent ce qu'on leur demande de rapporter. Et donc, c'est de la propagande qu'ils font, c'est pas de l'information. Hein, et ils sortent complètement de leur métier. Ouais. Alors, on va parler du deuxième dossier que vous vouliez évoquer ce soir, mais avant cela, peut-être une question. Il y a des gens qui se demandent, comme vous êtes parti quand même relativement tôt en retraite, puisque vous parliez de l'âge de 55 ans, je crois, tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui continuent en fait le métier, mais de façon plus dormante, si vous voyez ce que je veux dire? Non. Alors, la limite d'âge a été repoussée là maintenant. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Bon, comme moi, j'y étais, la limite d'âge était 55 ans. Et maintenant, un gendarme doit partir entre 57, 58 ans, quelque chose comme ça. Les officiers partent un peu plus tard, même. Je pense qu'il y en a qui vont jusqu'à 60 ans.
Mais non, non, moi, je suis pas parti tôt. J'aurais pas pu faire plus. Mais j'ai travaillé pendant de très très nombreuses années. Une fois retraité de la gendarmerie, hein. J'ai été agent immobilier. J'ai été régisseur d'un manoir du XIVe siècle. D'ailleurs, entre parenthèses, ce manoir était la propriété d'un colonel qui aujourd'hui est décédé, qui était compagnon de la Libération. C'était sympa. Et j'ai travaillé en pompe funèbre. Et c'est pas un métier triste, hein. J'ai de sacrées anecdotes là-dessus aussi. Ah, vous aurez Eh tout fait oui, dans votre vie. j'ai été croque-mort. J'ai été croque-mort. Et alors, vous reviendrez pour nous en parler, parce que alors ça, c'est un drôle de métier. Oui, oui. Alors, je suis persuadé que vous aussi, vous faites la même erreur que la majorité des Français. Quelle est l'origine du mot croque-mort, à votre avis? Bah, croque-mort, c'était celui qui croquait les morts pour voir s'il y avait encore du sang et si la personne était encore vivante. Ben, c'est une grossière erreur. C'est pas ça. C'était au moment des épidémies de lèpre, et quand il y avait la charrette qui ramassait les cadavres et qu'on disait aux gens sortez vos morts, sortez vos morts. Et ben ceux qui étaient chargés de mettre les morts pour aller les brûler, hein, dans la charrette, ils avaient un long manche avec un croc, comme un croc de boucher. Et donc ils croquaient les morts pour Ah, les c'est ça, mettre sur la charrette. hein, c'était quand même un peu. Mais il les mordait pas. Hein. Alors, je me rendais compte pour peu qu'un qui ait les pieds sales. Ah, ouais. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que disent les gens sur le chat? Ah bah, il y en a qui sont sympas, hein, il y en a qui sont sympas. Bah, et on se Oui, je vois ça. ridicule. Ah ouais. 58 ans, quelle chance. Euh, voilà, donc on va passer, donc, alors qu'on a déjà dépassé l'heure. Vous voyez, on ne voit pas le temps passer avec vous, hein, ça va être On du voit pas le plaisir. temps passer. Non, 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 non. C'est incroyable, hein. Vous pourriez nous en raconter comme ça pendant des lustres. Ah, je pourrais. On m'a dit que je pourrais écrire un livre, mais je suis pas assez doué pour écrire un livre. Oui. Ouais, bon, vous êtes modeste, hein, on l'a senti depuis le début de cette émission. Pour clôturer, je vous raconterai une petite anecdote pour faire rire tout le monde. Une anecdote vraie, en plus. Hein. Ouais. Alors oui, peut-être avant de conclure, donc vous avez un deuxième dossier à évoquer. Hein. Oui, ben c'est le dossier Juvin Brunet. Hein. Bon, alors le capitaine Alexandre Juvin Brunet, je l'ai connu il y a quelques années, hein, quand il était candidat à la présidence. C'est quelqu'un en qui ben, je fondais pas mal d'espoir. J'ai même participé quand il est venu dans le Finistère sur Brest. Pour ses fameux discours en tant que candidat, en tant que candidat, hein. Et donc je me suis rendu compte là, ça que j'ai quand même commencé à lever un sourcil, c'est que toutes les vidéos de ces discours qu'il présentait étaient toujours en plan étroit, c'est-à-dire qu'on ne voyait jamais la foule autour. Et pour cause, parce que Brest, une ville de 200 000 habitants, ben il a fait son discours devant une vingtaine de personnes maximum. Donc, il y avait cette vingtaine de personnes, et quand je dis 20 personnes, y compris le personnel qui l'aidait. Donc, c'est pour dire, voilà. Et puis, bon, par la suite, ben, il a fait son bonhomme de chemin, il a fait le Front Libre, il a créé ses associations, il s'est retrouvé en prison. Le général Coustou a accepté, en disant, je défendrai toujours un frère d'armes, de prendre la présidence de son comité de soutien. Moi, j'ai fait à peu près une cinquantaine de publications de soutien à Juvin Brunet. Et à ma grande surprise, ben, il est récemment, là, je crois que c'est au mois d'octobre, il a publié un tweet exécrable, insultant, diffamatoire contre monsieur Henri Vanden Molengraft, ce monsieur qui est gestionnaire de biens, mais qui est trésorier de l'association Pro-Patria que préside le général Coustou. Et Juvin Brunet, dans ce cas-là, j'ai rien compris comment il a pu s'attaquer au général Coustou après tout le bien que le général avait fait pour lui. Tant et si bien que le général Coustou, l'association Pro-Patria, m'ont demandé si j'acceptais de publier sur mon site un droit de réponse, chose que j'ai accepté tout de suite. J'ai commencé un petit peu à enquêter sur le personnage, et je me suis rendu compte, et là je pèse mes mots,
eh ben, que Julien Bonnet n'est simplement qu'un simple escroc. Il n'y a pas autre chose. Hein. Voilà. Bon, je sais pas si, on peut pas dire les choses autrement. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme avant même qu'il soit condamné? Vous voyez ce que je veux dire à nouveau par la... Alors, attention, en 2017, parce que ça, je l'ai découvert par la suite, hein, en 2017, il a été condamné avec interdiction de gérer toute entreprise. Hein. Quand on regarde sur les fichiers officiels, Internet officiels du gouvernement, vous savez que toute entreprise est obligée de se déclarer avec un numéro d'INSEE, etc., etc. Il a quand même créé 6 entreprises qui toutes ont mis les clés sous la porte. Bon. Et je me suis intéressé à autre chose. Il a créé une cagnotte pour aider les agriculteurs. Excusez-moi, mais bon, je vais pas prendre sa défense, parce que moi-même, j'ai été entre guillemets trompé au vu des charges qui pèsent sur lui là aujourd'hui. Et c'est vrai que Julien Garofalo nous en a livré un certain nombre d'éléments là sur notre antenne l'autre jour. C'est vrai que si tout cela se vérifie et la justice va enquêter, c'est vrai qu'on a été complètement blousés, quoi. Et nous les premiers, avec Natacha, on lui a accordé des heures d'écoute, on y croyait, on était derrière lui, on était des bien fans, sûr, mais en quelque sorte, quoi. Moi aussi. On peut pas comprendre que cette. Mais bon, c'est pas le seul, c'est pas l'unique. Il y en a beaucoup dans ce milieu de la résistance qu'on a maintenant bien éprouvé avec Natacha pour avoir travaillé depuis maintenant 4-5 ans sur le terrain, mais également en interviewant beaucoup de monde. C'est vrai qu'on se rend compte que souvent derrière des agneaux, il y a de vrais loups qui se cachent, quoi. Et ça, c'est quelque part, parce que moi, à qui faire confiance aujourd'hui, quoi. Moi, ce que j'en dis, c'est simple. Il y a des publications qui sont sur mon site Profession Gendarme. Je n'ai publié que des faits avérés, factuels, des preuves, des vidéos de lui, des documents de dépôt de plainte. Il n'y a rien de diffamatoire. Et je l'invite, je dis bien, j'en profite, s'il me voit aujourd'hui, je l'invite à déposer plainte contre moi pour diffamation. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a rien dans le pantalon. C'est aussi simple que ça. Vous semblez vraiment sûr de votre fait. C'est vraiment aujourd'hui, c'est le public, hein, celui qui nous regarde, celui qui lui a fait confiance, qui aujourd'hui a été complètement blousé finalement en quelque sorte dans cette affaire. Parce que d'après vous, l'argent, oui. Le public ne le retrouvera pas, cet argent-là. Il le dit lui-même dans ses vidéos. Hein. Il y a plus de 2 millions d'euros en Suisse. Hein. Je parlais là de sa fameuse cagnotte pour les paysans. C'était pour aider les paysans et c'était pour acheter du blé, hein, donc du blé en grains. Or, au mois d'octobre, qu'est-ce qui a déclenché ce que j'ai écrit? C'est que j'ai eu la curiosité de regarder donc le site de sa cagnotte. Et au mois d'octobre, il publie une vidéo, il fait appel au peuple en leur disant « J'espère atteindre les 100 tonnes, envoyez-moi de l'argent, envoyez-moi de l'argent. » Or, sur sa cagnotte, quand on regarde, il y a 127 000 euros et des poussières. 127 000. Et il y a 15 tonnes,4 de blé acheté. Je fais le calcul tout simple, hein, je divise 127 000 par 15,4 et je vois que la tonne de blé revient à plus de 8 500 euros. Je dis non, ça ne doit pas être ça. Alors, n'étant pas agriculteur, je fais une autre recherche. Je cherche le prix de la tonne de blé au mois d'octobre. 230 euros. Tant et si bien qu'il a dépensé moins de 4 000 euros pour acheter ses 15 tonnes de blé. Donc, sur 127 000 euros, il en reste 123 000. Et les 123 000 sont sur un compte à son nom en Angleterre. Bon, en tout cas, on va lire plutôt Profession Gendarme, parce que moi, c'est vrai que, vous voyez, je suis très, à la fois divisé, partagé. Alors, c'est sûr qu'on cherche à révéler la vérité, et je crois que, en tout cas, il y a un faisceau de présomptions qui font que. Mais bon, il faut, je pense, en tout cas sur cette antenne, lui accorder, en tous les cas, avant qu'il ne soit moi, je lui accorde le. Parce que c'est vrai qu'on peut voilà, il n'est pas. Sans qu'il n'ait un droit. Voilà, tout à fait. C'est extrêmement. Tout à fait.
extrêmement délicat en tous les cas, et moi je voudrais pas tomber. Ouais. Donc, en tout cas, Ce qui m'a fait poursuivre l'enquête, c'est quand il a voulu faire sortir Rémi Battaglia de sa propriété, c'est un agriculteur, hein, et Rémi Battaglia, ça faisait 8 ans qu'il était en procès avec un monsieur Valeton, et donc AJB s'est accoquiné avec Valeton. Il espérait rassembler 500 personnes, et il en a rassemblé que 70 ou 80, et il voulait sortir de force Battaglia de sa propriété à l'aide d'une pelleteuse pour enlever toutes les clôtures. Il a été empêché par la brigade de gendarmerie, et je me suis intéressé donc au dossier Battaglia. Or, monsieur Battaglia a eu la précaution de créer un blog dans lequel il a publié toutes les pièces de justice de son affaire. Et là, j'ai découvert que Juvin Brunet mentait. ouais, en tous les cas, bon, il y a quelqu'un qui dit qui a l'impression que je botte en touche. Je botte pas du tout en touche, bien au contraire. Oui. Je suis le premier à avoir été responsable de lui avoir fait confiance. Mais il est extrêmement difficile, et ça, on le voit. Vous n'êtes pas le seul. Moi, je lui ai. Bah ouais. C'est dommage, parce que c'est vrai qu'on a un pouvoir, si vous voulez, d'écho absolument, je dirais pas phénoménal, mais quand même très important. Et donc, dès lors qu'on monte quelqu'un en épingle, si vous voulez, et qu'on s'aperçoit après que ce type était soit un truand, soit un voleur, soit un usurpateur, soit je sais pas quoi, ben on est forcément extrêmement déçu, quoi. Et c'est vrai que c'est très difficile psychologiquement à vivre ce métier-là aujourd'hui. Parce que quand on dénonce, si vous voulez, des actes commis par des gens qui font partie du pouvoir, et on le fait quotidiennement, c'est ce que je fais dans ma minute de Ricardo, à travers des angles extrêmement précis, tous les jours, ça fait tous les jours maintenant, depuis 5 ans, je fais une minute. Je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 jours où je n'en ai pas fait, si vous voulez, et je dénonce, je pilonne et tout ça. Mais ça, à la limite, ce sont des ennemis qui sont identifiés. Mais quand ces ennemis font partie de notre milieu, sont des gens qu'on côtoie, des gens qu'on voit en manifestation, des gens qu'on voit en réunion et qui se comportent de cette manière-là, bah, si vous voulez, on est complètement désemparé, quoi. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire parce que on se dit, mais à qui faire confiance, encore une fois? À qui faire confiance aujourd'hui? Complètement. Quand Julien Didier Garofalo nous dit que les 3 leaders, entre guillemets, politiques de la résistance sont les 3 francs-maçons, bah, si vous voulez, on tombe des nues, là aussi. On ne s'attendait pas à ça, et que l'un des 3 est rentré en plus en franc-maçonnerie pendant la crise du Covid. On s'attend encore moins à ça, si vous voulez. Donc, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. On se dit, mais on a envie même de tout lâcher. Je vous garantis qu'avec Natacha, on a ces discussions très régulièrement. On se dit, mais c'est plus possible, quoi. On a affaire qu'à des gens bas de gamme, des gens qui n'ont aucun honneur, des gens qui utilisent en fait les téléspectateurs pour les blouser, qui dénaturent vraiment le sens même d'un vrai combat, qui cassent notre idéal et qui se gavent par la même occasion, si vous voulez. Donc c'est pas possible. On peut pas cautionner ça, si vous voulez. Et en étant un peu dans ce milieu là aujourd'hui, on a l'impression que finalement il peut se créer des formes d'amalgame. Et ça, c'est vraiment déroutant, hein, je vous jure. Allez. Complètement, oui, tout à fait. On est dans cette situation-là. Mais bon, je reste quelqu'un d'optimiste. Hein. Je pense que tout ça va changer, ça va finir par changer. Ouais. Voilà. Il faut être optimiste. Hein. Je dirais une parole de militaire. Hein. Quand un militaire part à la guerre, il part pas pour perdre, il part pour gagner. Autrement, il partirait pas. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que nous faisons, hein, moi avec mon site, vous avec votre chaîne, j'estime que c'est pour le bien de tout le monde. Et puis comme dit le général Delaware très souvent, à chacun suivant ses connaissances, à chacun suivant ses idées, tout simplement. Je cherche pas à imposer des idées. Moi, ce que je cherche, c'est que mes lecteurs aient leurs idées à eux, en fonction de leurs connaissances, qu'ils se réveillent. Voilà. Je voudrais qu'ils se réveillent.
Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'effectivement, j'avais animé la deuxième partie de son, oui, j'avais animé la deuxième partie de son congrès à Toulon. Il était sorti de prison. On était allé le voir là-bas sur place pour le soutenir. On pensait pas qu'il se relancerait dans ses opérations de levée de fonds où il a levé encore plus après la prison qu'avant. Là, c'est vrai on est super surpris, quoi. On sait pas ce qui lui est passé. D'un type qui est pourtant extrêmement brillant, parce que là, je crois qu'il est sorti numéro 17 hein, Saint-Cyr. Hein, numéro 13 sur 220. 13 sur 220 et Saint-Cyr. 13 sur 220. Et c'est vrai que Saint-Cyr… Ouais, donc c'est quelqu'un de très brillant. Bah oui, mais bon. Oui. Et c'est une école très difficile. Hein. Voilà, est-ce que d'être brillant garantit pour autant une certaine forme de probité? Ça, je crois que c'est deux choses quand même un peu différentes. Voilà. En tous les cas, c'était vraiment génial de pouvoir vous avoir ici même. Alors, vous avez une anecdote pour terminer. Oui, je voulais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune gendarme, alors j'avais un camarade, ça se passait à Saint-André-Cubiac en Gironde. J'avais un camarade qui s'appelait comme l'artiste Michel Bouquet. Et ce gendarme était spécialisé dans le contrôle des poids lourds. Et il était incroyable parce que, donc, quand je l'accompagnais, on se mettait sur le bord de la route et tous les poids lourds, les 38 tonnes en particulier, ben, il en laissait passer 15, il pointait du doigt, on arrête celui-là. Et systématiquement, il y avait un PV à la clé. Alors, ben, j'apprenais le métier, j'arrête mon premier 38 tonnes. Le chauffeur a bien vu que j'étais débutant. Au lieu de me donner tous les documents, il attendait que je lui réclame chaque document un par un. Et je pose la question, comme faisait mon copain, monsieur, qu'est-ce que vous transportez? Le gars me regarde très sérieux, vraiment bien, et me dit, mais monsieur, je transporte des habits de gendarme. Quoi, que je lui fais? Tant que ça? 38 tonnes d'habits de gendarme? Parce que j'y ai cru. Il me dit, oui. Il me dit, vous voulez voir? Ah ben, avec plaisir. Donc, le gars descend de sa cabine, il arrive au cul du camion, moi je le suis, et il ouvre en grand les deux portes. Alors, je vous le donne en mille. Là, on a vu un gendarme se plier en deux, hein, à rigoler. Hein. Le gars était courageux. Qu'est-ce qu'il transportait? Ben, il transportait les pots de vache qui partaient à la tannerie. Donc, je dis que ce chauffeur routier a eu beaucoup d'humour, de courage et d'humour. Et moi, ça m'a fait rigoler comme c'est pas possible. Voilà. C'était une petite anecdote, hein, mais je n'ai plein d'autres. Écoutez, ça vous en avez 10 000. On aime les gens qui viennent ici nous livrer des anecdotes parce que c'est vrai que c'est truculent et ça fait partie de votre caractère et de votre personnalité. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur cette chaîne pour cette belle émission ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre, et je le redis, cette émission sur contre-révolution.fr, contre-révolution sans accent. Et je vais vous passer juste une petite pub avant de dire au revoir à notre invité. Voilà. La petite pub, elle est là. Parce qu'il faut honorer les gens qui nous à nos yeux méritent qu'on leur offre ce qui a du sens pour nous. Ambition, courage, grandeur, tradition, artisanat. Offrez un cadeau éternel. Voilà, calosfrance.com, c'est l'occasion de faire des cadeaux de Noël. Vous allez fêter Noël où avec des gendarmes? Non. Je fête ça tranquillement, le réveillon avec mon épouse. Mes enfants nous rejoignent le 26 après. Très bien. Bah, écoutez, revenez sur cette antenne quand vous voulez. Vous êtes chez vous, chez nous. En tout cas, merci infiniment. Merci Richard. C'est une émission que vous nous avez fait ce soir. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Un Noël de paix, de sérénité, d'espoir surtout, et de fraternité. Voilà, ça c'est des mots que j'adore. Merci à vous. Au revoir. Allez, au revoir.